Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre cycle de culture générale. Aujourd'hui, nous allons aborder un auteur que beaucoup d'entre vous connaissent, j'en suis sûr, puisqu'il s'agit de Romain Gary. Et j'ai intitulé ce cours, alors c'est normal que vous ne compreniez pas l'expression tout de suite forcément, et mon but ça va être de vous l'expliquer, Romain Gary ou l'impuissance sublimée de l'artiste. Voilà, c'est une réflexion que je voudrais qu'on mène à partir d'un extrait de La promesse de l'aube, qui est un des romans les plus connus de Romain Gary, que peut-être vous avez lu. Et cette réflexion, je crois, nous permettra de prolonger celle que nous avons déjà commencée en travaillant sur Baudelaire avec le poème À une passante, en travaillant sur cette place particulière de l'artiste par rapport à la beauté. Vous verrez pourquoi. Ça se déroulera comme d'habitude, hein. On va commencer par une petite présentation, une mise en contexte, puis on abordera le texte lui-même. Je vous laisserai travailler ce texte avec quelques pistes d'études. Je vous présenterai une petite explication et puis on essaiera de faire des exercices voilà, pour continuer à mettre en pratique cette gymnastique d'application, d'ouverture, je dirais, de l'esprit à partir d'une référence à un maximum de sujets et puis évidemment s'entraîner à rédiger rapidement, à aller tirer des idées rapidement d'un texte pour les mettre au service d'une petite démonstration, ce que vous avez à faire dans chaque sous-partie de votre réflexion dans la partie 3. Voilà, je vous propose qu'on se lance avec une petite présentation de Romain Gary. Donc Romain Gary, c'est un pseudonyme de cet homme qui est né en 1914 et qui est mort en 1980. Alors c'est le pseudonyme qui s'est imposé à la postérité. Romain Gary est un écrivain du XXe siècle qui a été édité à la Pléiade il y a quelques mois. Peut-être un peu plus d'un an, ouais, peut-être plutôt un peu plus d'un an, enfin voilà, et selon le moment évidemment auquel vous regardez cette vidéo. Donc il a été édité en 2020, je pense, et il est né ou en 2019, et il a été édité sous ce nom de Romain Gary. Donc c'est vraiment le pseudonyme qui s'est imposé, mais Romain Gary a en fait eu de nombreux pseudonymes, et son nom de naissance c'est Roman Katsev. Roman Katsev qui est né dans l'Empire, ce qui était à l'époque l'Empire russe, en 1914 à Vilna. Vilna, c'est la ville qui est devenue aujourd'hui Vilnius, capitale de la Lituanie, si je ne dis pas de bêtises. Et Romain Gary donc est né à Vilna et a été élevé par sa mère. Son père, il n'a jamais connu son père. Il a été élevé par sa mère, Mina, et sa mère a eu une place absolument déterminante dans la vie et dans l'œuvre de Romain Gary. Sa mère a aimé Romain au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. C'est ce qui s'exprime dans le roman La promesse de l'aube, j'y reviendrai. Et elle a aimé son fils au-delà de tout, et elle a eu des attentes pour son fils qui étaient également au-delà de tout, hein. Elle attendait vraiment le plus grand destin pour Roman, et elle ne cessait de l'élever dans une idée de lui-même qui le condamnait quelque part à avoir un destin absolument extraordinaire, hors du commun, que ce soit dans la vie artistique, comme écrivain, comme diplomate. Voilà, elle sentait, elle savait que son fils aurait un très grand rôle à jouer. Et on va voir que ça a eu beaucoup, beaucoup d'importance. Et puis, quelque chose à ajouter aussi, c'est que Mina a élevé Romain Gary dans le culte de la France. La culture française était une obsession chez Mina, qui avait une admiration du fait de l'histoire familiale, sans borne pour ce pays qui était le pays de la littérature, le pays de la liberté, le pays de la maturité politique, le pays de la beauté. Et donc Roman n'est pas né français, mais dès sa plus tendre enfance, il a entendu parler de la France et de la grandeur de la France par sa mère Mina. L'amour de cette mère est l'inspiration et le thème central du grand roman autobiographique La promesse de l'aube, publié en 1960, dont nous allons étudier un extrait aujourd'hui. Romain Gary, alors dans ce roman, on suit la pérégrination, enfin les pérégrinations de Roman et sa mère, hein, qui, au gré des événements politiques du XXe siècle et de cet immense empire russe, bouleversé, vous le savez, en 1917 par la Révolution, les révolutions, devrais-je dire, cet empire russe qui va devenir l'URSS sous l'égide de la Russie communiste. Et donc voilà, on suit leur évolution.
une évolution qui les mènera à Nice, l'arrivée en France. Roman a déjà quelques années et cette arrivée en France se fait par Nice où la mère de Mina va tenir un petit hôtel à Nice et Roman donc découvre la France dont il a tant entendu parler et finit par être naturalisé français en 1935. Il a donc 21 ans. Il connaît la France depuis quelques années et voilà, il confronte à cet idéal français, enfin il confronte cet idéal français que sa mère lui a toujours transmis à la réalité de la vie en France et c'est ça aussi qu'on peut lire dans La promesse de l'aube. Roman ou Romain, on va l'appeler Romain Gary, ce sera plus simple. Hein. Romain Gary donc euh, aspire à accomplir les grandes aspirations de sa mère et il décide de devenir aviateur. Alors il devient aviateur, il fait sa formation, c'est le contexte troublé de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, de la défaite et puis Romain est confronté en plus à toutes les difficultés d'être dans l'armée française quand on est d'abord un étranger ou quand on est ensuite d'origine étrangère. Alors après un certain nombre de déconvenues, il parvient finalement à se battre pour la France en rejoignant De Gaulle à Londres. Alors il essaie de rejoindre De Gaulle à Londres, il va passer par l'Afrique du Nord et il va être aviateur dans la France libre. Il a un rôle important dans la libération de la France qui lui vaut le titre assez rare. Hein. Il y a eu un certain nombre de résistants en France. Tous n'ont pas ce titre de compagnon de la libération. Compagnon de la libération, c'est un titre qui a été remis aux personnes dont l'action a eu une importance particulière pour la libération de la France après l'occupation allemande à partir de 1944 et 1945. Et puis, Romain Gary va ensuite faire une grande carrière de diplomate. Il va gravir les échelons très rapidement. Il va être très bien noté par ses supérieurs. Vous savez, quand on est dans la fonction publique, hein, que ce soit dans l'éducation, dans la diplomatie, on a presque l'impression d'être à l'école. On a des notes, on a des revues, et puis on gravit des échelons. Et Romain Gary fait une très belle carrière. Il devient consul général aux États-Unis, à Los Angeles, si je ne dis pas de bêtises. Il s'arrête juste avant le grade d'ambassadeur. Alors il expliquera par la suite que c'était peut-être un acte manqué pour ne pas coller parfaitement à l'image que sa mère avait plaquée de lui dans sa jeunesse. Ça, évidemment, personne ne pourra le vérifier. Et ce qui nous intéresse, nous, encore plus, c'est qu'en parallèle de ses activités de diplomate, Romain Gary est écrivain. Et très jeune, il s'attelle à l'écriture. Encore un moyen d'essayer d'accomplir, de répondre aux aspirations de sa mère. Dès ces périodes de cantonnement, quand il est en Afrique du Nord, il s'attache à écrire et ce sera son premier roman, L'éducation européenne, qui est publié en 1945 et qui sera suivi d'un certain nombre de romans dont vous pouvez lire certains dans la nouvelle édition de la Pléiade. Je vous en ai mis quelques-uns seulement. En 1956, Les Racines du ciel, un de mes préférés. Un de mes romans préférés du XXe siècle. C'est pas très original, hein. C'est un roman qui a reçu le prix Goncourt et qui raconte les aventures extraordinaires et très étonnantes de Morel, qui est un homme qui voue sa vie à la défense des éléphants d'Afrique dans le contexte de la colonisation. C'est un magnifique roman sur le XXe siècle, sur l'engagement, sur la nature, d'une richesse, d'une profondeur, d'une intelligence formelle également. Enfin, il a une forme très originale. Voilà, un art de conteur extraordinaire. Donc, je vous invite à lire ce roman, hein, si vous ne l'avez pas lu, Les Racines du ciel. L'écologie, on en parle beaucoup. On parle beaucoup de biosphère, de biomasse, d'écosystèmes, de données scientifiques, qui évidemment ont leur importance, mais qui peuvent nous sembler un peu désincarnées. Et ben, si on veut peut-être franchir une étape de plus dans la connaissance de notre monde et dans une écologie véritablement incarnée, justement, Les Racines du ciel de Romain Gary, qui parlait d'écologie à une époque où personne ne savait ce que voulait dire ce mot, hein, il le raconte lui-même. En 57, il dînait à la table du grand journaliste Pierre Lazareff et il a parlé d'écologie. Il y avait autour de lui tout un tas de personnes importantes, politiques, journalistes, etc. Personne n'avait ça en tête, ça ne disait rien à personne. Et Romain Gary a été pionnier dans ce domaine par une approche poétique, par une approche littéraire. Et voilà, je crois que la lecture des Racines du ciel peut nous faire aimer un peu plus le monde, peut nous faire aimer un peu plus la nature, ce qui est à mon sens le premier pas dans une véritable défense de ce monde et de cette nature.
Mais ce n'est pas notre sujet du jour. Il a le prix Goncourt donc pour Les Racines du ciel et on verra que ça aura aussi son importance puisque c'est son premier Goncourt. Il en aura deux, ce qui est absolument exceptionnel dans l'histoire de ce prix. Et les autres romans, les plus connus ou mes préférés, hein, tout ça est toujours très subjectif. La promesse de l'aube évidemment en 1960. Cette autobiographie, alors il y a plusieurs romans de Romain Gary qui sont autobiographiques en partie, en grande partie. La promesse de l'aube c'est peut-être le plus important quant à sa dimension autobiographique. Je vous en signale un autre en 1967, La danse de Genghis Khan, un roman très étonnant, très très riche, très profond, très drôle aussi, qui suit les aventures d'un esprit, l'esprit d'un ancien humoriste juif qui a pris comme pseudonyme Genghis Khan et qui hante c'est en tout cas la situation initiale telle qu'elle se présente, qui hante l'esprit de l'ancien soldat nazi qui l'a fait exécuter, un officier SS. Et c'est une réflexion sur, allez, comment dire ça, une réflexion sur la culture, la barbarie, le lien entre culture et barbarie qui évidemment ne pouvait être qu'une obsession d'un homme comme Romain Gary qui était un homme de grande culture, un homme de lettres, un juif aussi, donc qui a ressenti de manière particulière, évidemment, tous ces événements tragiques du XXe siècle. Et donc voilà. Et encore une fois, dans la danse de Genghis Khan, une intelligence formelle, une originalité qui qui en fait un roman qui nous met vraiment face à des contradictions, face à une ambiguïté, qui nous fait réfléchir et qui, pour ça, à mon sens, est un grand roman. Et puis, vous avez peut-être lu aussi, pour certains d'entre vous, La vie devant soi, qui est publié en 1975 et qui est le deuxième Goncourt de Romain Gary, ce qui est absolument interdit par le règlement du Goncourt, hein. Un auteur ne peut pas avoir deux Goncourt, et Romain Gary a réussi cet exploit grâce à l'utilisation d'un pseudonyme. Il s'est créé un double littéraire, Émile Ajar. Et donc La vie devant soi est signée non pas Romain Gary, mais Émile Ajar. Et c'est une grande mystification littéraire à laquelle se livre Romain Gary, qui est resté dans les annales, en inventant ce personnage, qui lui a permis d'obtenir une seconde fois le prix Goncourt. Romain Gary donc a un goût pour la mystification qui explique peut-être aussi certaines dimensions des promesses de l'aube. Parfois, on lit les promesses de l'aube et on se dit c'est pas possible, c'est trop gros, c'est trop énorme, c'est trop impressionnant pour être vrai. Les biographes de Romain Gary ont montré qu'effectivement, à l'autobiographie se mêlait vraiment la patte du romancier et du romancier qui a ce goût de la mystification littéraire, hein. Il invente un monde, il s'invente aussi, dans une certaine mesure, par la plume. Et c'est aussi ce qui s'exprime. On voit que la frontière entre littérature et réalité s'estompe avec cette mystification du deuxième Goncourt, voilà, qui participe évidemment au mythe du personnage et à la fascination qu'il peut entraîner. Signalons également, pour cette dimension romanesque, la vie sentimentale extraordinaire de Romain Gary. Romain Gary est un écorché vif, si on peut dire, qui a eu une vie sentimentale très mouvementée. Sa mère lui prédisait dès son plus jeune âge qu'il rendrait malheureux des femmes. Pourquoi? Non pas parce que sa mère était misogyne ou qu'elle n'aimait pas les femmes, mais parce qu'elle était nourrie de ce grand imaginaire romantique de la littérature française, de ces grands héros romantiques qui font souffrir les femmes et qui expriment ainsi disons, leur densité, leur profondeur. Et c'est vrai que, alors Romain Gary a peut-être fait souffrir des femmes, il a beaucoup souffert aussi du fait des femmes. Euh, alors, il s'est marié plusieurs fois. Il a été notamment l'époux de Jean Seberg, qui est cette grande actrice que vous connaissez peut-être, grande actrice hollywoodienne, qu'on connaît particulièrement en France parce qu'elle s'est illustrée aux côtés de Belmondo dans le chef-d'œuvre de Jean-Luc Godard, À bout de souffle, où elle joue vous savez, ce personnage qu'on rencontre vendant des journaux sur les Champs-Élysées au début, si je ne dis pas de bêtises. Et Jean Seberg qui aussi s'est illustrée également pardon dans la défense des droits civiques aux États-Unis, qui a une vie elle aussi très romanesque, une fin assez tragique. Et voilà, et donc Romain Gary, qui avait 40 ans à peu près de plus que Jean Seberg, a épousé Jean Seberg et ils ont vécu ensemble une histoire très tumultueuse, dont certains épisodes méritent vraiment d'être racontés parce qu'encore une fois, on a l'impression que c'est la vie qui prolonge le roman. Cette anecdote, par exemple, Jean Seberg est sur un tournage avec Clint Eastwood notamment, et
aux États-Unis. Romain Gary, lui, est en France à ce moment-là. Et le bruit arrive aux oreilles de Romain Gary que Gene Seberg et Clint Eastwood ont une liaison. Que fait Romain Gary? Il prend immédiatement l'avion, il se rend à Los Angeles, à Hollywood, et évidemment, comme doit faire tout chevalier français bien élevé et bien né, il provoque Clint Eastwood en duel. Je ne sais plus si c'est un duel au pistolet qu'il lui propose ou s'il lui laisse le choix des armes, hein, en bon chevalier encore une fois. Mais le cow-boy qu'on connaît tous, Clint Eastwood, décline la proposition, refuse le duel n'aura pas lieu. Et le panache de Romain Gary trouve ici sa limite, hein. On a l'impression que c'est Don Quichotte, Romain Gary, dans cet épisode. Un chevalier égaré dans un temps qui ne laisse plus de place à la chevalerie, à ses idéaux un peu, voilà, c'est un peu désuets, un peu d'un autre temps. Mais de tout cela, évidemment, ça s'est bien terminé, donc on peut le dire aujourd'hui. De tout cela entraîne, à mon sens, une grande poésie, hein. C'est vraiment ce panache français. C'est voilà, c'est entre Don Quichotte et Cyrano de Bergerac. Et puis, un panache qui, évidemment, un décalage peut-être aussi avec la réalité du monde qui mènera à la tragédie, puisque Romain Gary finit par se suicider en 1980. Après voilà, une vie d'écriture, une vie sentimentale très riche, une vie quand même d'abord consacrée à l'écriture et à la littérature. Et Romain Gary confesse maintes et maintes fois son amour de la France. Alors un amour qui n'est pas l'amour un peu naïf de sa mère, qui est un amour d'un homme qui a véritablement connu la France, sa réalité, qu'il a connue comme en se battant pour elle, qu'il a connue par ses fonctions diplomatiques et diplomatiques et donc politiques. Et cet amour de la France, c'est d'abord l'amour de la France comme patrie littéraire. La France où un prix littéraire, justement, comme Les Racines du ciel, peuvent, au milieu d'une période politique troublée, déchaîner les passions à Paris, faire des titres dans tous les journaux. Ça, c'était la France littéraire qu'a aimé profondément Romain Gary et à laquelle il a très largement contribué. Voilà pour une présentation succincte du personnage que vous pouvez évidemment prolonger. Romain Gary, on l'a souvent appelé l'homme aux 100 vies ou l'homme aux 1000 vies pour ceux qui aiment en rajouter toujours un peu. Et je vous ai mis quelques photos quand même parce que c'est un homme dont on pourrait dire qu'il a une gueule, comme on dit. C'est-à-dire que je trouve, hein, vous voyez, par un simple regard, qui a une personnalité particulière derrière ce visage, marqué par une profondeur singulière, je trouve. Et voilà, Romain Gary, enfant, Romain Gary, l'écrivain, Romain Gary, le penseur, si vous voulez, Romain Gary, l'aviateur, Romain Gary avec Gene Seberg. Tous ces destins réunis dans un seul homme, alors destin réel et littéraire, tout ça étant un peu brouillé dans ce personnage qui est, à mon sens, absolument fascinant. Je voudrais vous parler maintenant un petit peu de La Promesse de l'Aube. C'est peut-être son roman le plus connu, c'est pas celui qui a eu le Goncourt, mais en tout cas un de ses romans les plus connus. Et je voudrais vous en parler en entrant dans le texte. C'est pas l'extrait que nous allons étudier, hein, c'est pas celui dont nous allons proposer une approche plus approfondie, mais La Promesse de l'Aube, peut-être pour comprendre le titre, peut-être pour comprendre ce qui se trouve au cœur de cette œuvre, cet extrait. Et je vous propose de le lire ensemble. Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. On est obligé ensuite de manger froid jusqu'à la fin de ses jours. Après cela, chaque fois qu'une femme vous prend dans ses bras et vous serre sur son cœur, ce ne sont plus que des condoléances. On revient toujours gueuler sur la tombe de sa mère comme un chien abandonné. Jamais plus, jamais plus, jamais plus. Des bras adorables se referment autour de votre cou et des lèvres très douces vous parlent d'amour. Mais vous êtes au courant. Vous êtes passé à la source très tôt et vous avez tout bu. Lorsque la soif vous reprend, vous avez beau vous jeter de tous côtés, il n'y a plus de puits, il n'y a que des mirages. Vous avez fait, dès la première lueur de l'aube, une étude très serrée de l'amour et vous avez sur vous de la documentation. Partout où vous allez, vous portez en vous le poison des comparaisons et vous passez votre temps à attendre ce que vous avez déjà reçu. Je ne dis pas qu'il faille empêcher les mères d'aimer leurs petits. Je dis simplement qu'il vaut mieux que les mères aient encore quelqu'un d'autre à aimer. Si ma mère avait eu un amant, je n'aurais pas passé ma vie à mourir de soif auprès de chaque fontaine.
Malheureusement pour moi, je me connais en vrai diamant. Alors voilà un extrait, voilà ce qu'on peut lire dans La promesse de l'aube et qu'on peut gloser en quelques mots, hein. La promesse de l'aube, c'est quoi? C'est justement cet amour de la mer qui est un amour tellement pur, un amour originel tellement parfait qu'aucun amour par la suite ne peut l'égaler et que l'homme est condamné à souffrir de la comparaison de chaque expérience amoureuse qu'il pourra rencontrer avec cet amour parfait qui est l'amour de la mer. En tout cas, c'est le cas chez Romain Gary avec cette mer extraordinaire, à la fois étouffante, oppressante, exaspérante, humiliante parfois dans sa naïveté, dans sa fierté pour son fils. Mais tout ça vient d'un amour absolument sans limite. Et cet amour est à la fois une expérience extraordinaire pour Romain Gary et une expérience douloureuse puisque cette mère va quitter Romain Gary assez tôt et il ne pourra jamais retrouver un amour d'une telle pureté. Voilà, on peut signaler quand même dans ce texte un talent. Je disais qu'il a un immense talent de conteur, il a un immense talent, il y a quelque chose de très poétique aussi avec ces images qu'il utilise. L'idée des puits et des mirages, hein. Le puits, on veut aller trouver de l'amour, on veut s'abreuver, mais en fait, toutes ces femmes qui s'offrent à Romain Gary ne sont que des mirages parce qu'il ne retrouve jamais cette eau originelle. L'idée des vrais diamants, il a vu des vrais diamants dans sa jeunesse et il ne trouve plus que des imitations. Et je vous en parle parce que dans le texte qu'on va étudier un peu plus en profondeur, on retrouve aussi, je crois, ce talent de l'allégorie, ce talent de l'image qui permet d'exprimer mieux évidemment que toute théorie ces sentiments, ce ressenti de l'artiste qu'est Romain Gary. Voilà, donc La promesse de l'aube, c'est quoi? C'est une autobiographie, alors assez libre sur certains aspects, hein. On suit dans les grandes lignes la vie de Romain Gary. Dominique Bonnat, qui est une des biographes de Romain Gary, a montré que il avait pris certaines libertés quand même et que cette vie est largement romancée. Mais Romain Gary, lui, a toujours présenté La promesse de l'aube comme une authentique autobiographie et comme le récit de sa vie. Et c'est une autobiographie qui n'est pas une simple succession des événements, hein. C'est véritablement une lecture de sa vie à l'aune de cet amour maternel, de cette promesse de l'aube, comme l'exprime le titre, cette promesse de l'aube qui est à la fois sa plus grande force et sa plus grande souffrance. Voilà, donc une autobiographie en forme de cri d'amour désespéré adressé à cette mère extraordinaire qui était Mina et que je vous invite évidemment à lire si vous ne l'avez pas encore fait. Maintenant, je vous propose d'entrer dans notre extrait de La promesse de l'aube. Et pour l'introduire, je me contenterai de dire que c'est un épisode de l'enfance de Romain Gary, hein. Il raconte son enfance avec sa mère. Et ici, il raconte, vous le verrez, une activité de son enfance, une passion qui le saisit alors qu'il est enfant. Lisons-le ensemble. Je jonglais avec les oranges, avec les assiettes, avec les bouteilles, avec les balais, avec tout ce qui me tombait sous la main. Mon besoin d'art, de perfection, mon goût de l'exploit merveilleux et unique, bref, ma soif de maîtrise, trouvait là un humble mais fervent moyen d'expression. Je me sentais au bord d'un domaine prodigieux, et où j'aspirais de tout mon être à parvenir, celui de l'impossible atteint et réalisé. Ce fut mon premier moyen conscient d'expression artistique, mon premier pressentiment d'une perfection possible, et je m'y jetais à corps perdu. Je jonglais à l'école, dans les rues, en montant l'escalier, j'entrais dans notre chambre en jonglant, et je me plantais devant ma mère, les 6 oranges volant dans les airs, toujours relancés, toujours rattrapés. Malheureusement, là encore, alors que je me voyais déjà promis au plus brillant destin, faisant vivre ma mère dans le luxe grâce à mon talent, un fait brutal s'imposa peu à peu à moi. Je n'arrivais pas à dépasser la 6e balle. J'ai essayé pourtant. Dieu sait que j'ai essayé. Il m'arrivait à cette époque de jongler 7, 8 heures par jour. Je sentais confusément que l'enjeu était important, capital même, que je jouais là toute ma vie, tout mon rêve, toute ma nature profonde, que c'était bien de toute la perfection possible ou impossible qu'il s'agissait. Mais j'avais beau faire, la 7e balle se dérobait toujours à mes efforts. Le chef-d'œuvre demeurait inaccessible, éternellement latent, éternellement pressenti, mais toujours hors de portée. La maîtrise se refusait toujours.
Je tendais toute ma volonté, je faisais appel à toute mon agilité, à toute ma rapidité. Les balles lancées en l'air se succédaient avec précision. Mais la 7e balle à peine lancée, tout l'édifice s'écroulait. Et je restais là, consterné, incapable de me résigner, incapable de renoncer. Je recommençais. Mais la dernière balle est restée à jamais hors d'atteinte. Jamais, jamais ma main n'est parvenue à la saisir. J'ai essayé toute ma vie. Ce fut seulement aux abords de ma 40e année, après avoir longuement erré parmi les chefs-d'œuvre, que peu à peu la vérité se fit en moi, et que je compris que la dernière balle n'existait pas. C'est une vérité triste, et il ne faut pas la dévoiler aux enfants. Voilà pourquoi ce livre ne peut être mis entre toutes les mains. Je ne m'étonne plus aujourd'hui qu'il arrivât à Paganini de jeter son violon, et de rester de longues années sans y toucher, gisant là, le regard vide. Je ne m'étonne pas. Il savait. Lorsque je vois Malraux, le plus grand de nous tous, jongler avec ses balles, comme peu d'hommes ont jonglé avant lui, mon cœur se serre devant sa tragédie, celle qui porte écrite sur son visage, au milieu de ses plus brillants exploits, la dernière balle est hors de sa portée, et toute son œuvre est faite de cette certitude angoissée. Voilà pour ce texte de Romain Gary, que je vais vous inviter évidemment à... Alors, après 2 petites précisions qui vous seront tout à fait utiles dans la compréhension du texte, même indispensables. Alors, pourquoi ce décalage ? Voilà, pardon. 2 petites précisions. Paganini. Paganini est un violoniste génois, violoniste italien du 19e siècle, qui est resté dans l'histoire comme un des plus grands génies du violon, à tel point que on dit qu'il aurait vendu son âme au diable pour pouvoir jouer aussi bien qu'il le faisait. Musicien fascinant, très mystérieux, un personnage très étrange. Liszt, le grand pianiste hongrois romantique Franz Liszt, a croisé Paganini, et Liszt, qui était peut-être au sommet de l'art du piano, a été absolument bouleversé, fasciné par la manière dont Paganini usait de son violon. Et Liszt, après avoir entendu Paganini, est allé à son piano et a travaillé jusqu'à réussir à faire exprimer à son piano ce que Paganini parvenait à faire exprimer à son violon. Alors pour ceux qui connaissent un peu le piano et le violon, ça laisse évidemment songeur, mais on parle de Paganini et de Liszt. Donc tout est possible avec des génies de cette envergure. Et puis Malraux, Malraux que vous connaissez peut-être, très grand écrivain du XXe siècle, fidèle compagnon de Charles de Gaulle. Il a été le premier ministre de la Culture, c'est lui qui a fondé le ministère de la Culture. Alors certains l'en louent énormément, d'autres ne lui pardonnent pas cette étape dans l'histoire de la gestion publique de la culture en France. Peu importe, ce qu'on peut retenir, c'est que Malraux est un très grand écrivain, auteur de romans comme La Condition humaine, qui est peut-être son roman le plus connu, des romans comme L'Espoir sur la guerre d'Espagne. Et Malraux, Malraux est un écrivain qui fait toute l'admiration d'un autre écrivain, Romain Gary. Et ça, c'est important de le savoir pour bien comprendre ce texte. Voilà. Cela étant précisé, je vous invite à étudier le texte de manière, de votre côté, à évidemment le relire, entrer dedans. Et je vous propose, comme d'habitude, quelques pistes d'études pour avoir la relecture la plus féconde possible. Je vous propose d'abord d'essayer de montrer comment le lexique utilisé présente le jonglage comme une véritable obsession. Voilà, ça c'est pour s'entraîner à la lexicologie, tout en mettant un pied, tout en faisant un pas de plus dans le texte. Je vous propose d'étudier le système des temps verbaux. On en profite, on fait de la grammaire. La grammaire et l'étude de la littérature, c'est une seule et même chose. Il y a évidemment une continuité. On part du texte, de sa matière, des choix de l'auteur. On arrive au sens, à l'expression, à la beauté, à l'esthétique. Et donc, le système des temps verbaux qui a son importance ici. Essayer de repérer rapidement les verbes conjugués, d'essayer de voir, évidemment dans les grandes lignes, il ne s'agit pas de faire un relevé systématique, voir un peu ce qu'ils nous disent du texte, de son évolution, de sa progression. Paganini et Malraux, à la fin du texte, essayer de réfléchir un peu à ce que font ces deux
ces deux personnages ici, hein, pourquoi sont-ils mobilisés dans ce qu'on pourrait appeler une méditation de, de Romain Gary. Et puis dernier point, qui serait un peu l'aboutissement de votre réflexion, le jonglage est-il vraiment l'enjeu principal de ce texte? Évidemment, si la question est posée, c'est qu'il y a probablement quelque chose de plus. Expliquez pourquoi. Voilà. Ce sont évidemment des pistes qui peuvent vous aider, que ça ne vous empêche pas, bien sûr, de suivre d'autres pistes, de laisser libre cours à enfin, les directions que vous voudriez donner vous-même à votre lecture. Et on va se donner 15 minutes pour ça, c'est très court, hein. Et en même temps, c'est assez pour relire le texte en ayant en tête ces questions et pour aller en tirer un maximum de choses. À tout à l'heure.
nous pouvons entrer maintenant dans l'explication de ce texte. Voilà, je vais commencer par une petite introduction. Donc, La promesse de l'aube, on en a parlé, hein, c'est un vibrant hommage de Romain Gary à sa mère Mina. Le narrateur dans ce texte, puisque je vous rappelle qu'il faut toujours distinguer le narrateur de l'auteur, même quand le narrateur se présente comme l'auteur lui-même, j'y reviendrai. Le narrateur raconte donc ses efforts désespérés pour être à la hauteur de ses attentes et de son amour. Ça, j'en ai déjà parlé. Il espère trouver le moyen, et ça nous fait entrer dans notre texte en particulier, il espère trouver le moyen d'être à la hauteur de ses espérances et de cet amour de sa mère à travers une activité qu'il découvre, le fait de jongler, le jonglage, et activité dans laquelle il semble avoir du talent, puisqu'il arrive à jongler avec 6 boules, ce qui je crois n'est pas donné à tout le monde. Et il se jette à corps perdu dans le jonglage, pensant voilà, qu'il va pouvoir devenir très célèbre et faire vivre sa mère dans le luxe et l'opulence, à l'abri du besoin, grâce à cette activité. J'ai peut-être pas assez insisté sur le fait que Romain Gary et sa mère ont traversé des moments très difficiles au niveau matériel, dans toute leur errance, évidemment, dans un empire russe en crise et en déclin. Voilà, avec toutes ces crises du XXe siècle. Il y a des moments où tout va bien, où Mina, qui est extrêmement audacieuse et débrouillarde, arrive à se créer une situation, d'autres beaucoup plus compliquées. Et donc Romain Gary veut offrir ce confort, cette sécurité à sa mère. Voilà, et donc le jonglage, peut-être pourquoi pas, et il est passionné par le jonglage, il ne fait que jongler. Et ce qui apparaît dans le texte, et ce que je voudrais vous montrer, c'est que c'est pas tant le jeu en lui-même qui obsède l'enfant très vite, que le désir d'atteindre à travers ce jeu une forme de perfection. C'est pas très compliqué, il l'exprime lui-même directement, mais ce que je voudrais vous montrer, c'est que peut-être c'est là le cœur du texte. L'échec inévitable dans le jonglage annonce un autre échec, peut-être plus douloureux, peut-être plus profond, l'échec qui attend tout artiste dans sa recherche de la perfection, dans sa recherche de l'idéal, hein, pour déjà créer des échos avec ce qu'on a vu chez Baudelaire. C'est donc ce qui se joue, à mon sens, dans ce texte, hein, l'évocation d'un jeu d'enfant de Romain Gary est en fait un prétexte à l'évocation de la recherche de la perfection de Romain Gary, et donc de son rapport à la création artistique. C'est en fait de création artistique et de volonté de saisir l'absolu, la perfection, l'idéal qu'il est question dans ce texte, et nous allons donc étudier ces différents niveaux de lecture qui vont nous permettre aussi de nous donner plein d'armes pour de nombreux thèmes en culture générale. Nous verrons d'abord un premier niveau de lecture, le plus évident, puisqu'il faut toujours rendre justice au texte comme ça, en commençant par ce qui est écrit, ce qui est explicite, ce qui est le plus immédiat. Et nous verrons donc qu'il s'agit d'un récit autobiographique, celui d'une passion d'enfance. Nous verrons évidemment que le jonglage, qui est une véritable activité de l'enfant Romain Gary, devient de plus en plus, à mesure que le texte avance, une allégorie, c'est-à-dire le symbole représente autre chose que lui-même. Il devient en fait une métaphore du travail artistique en général, et que cette métaphore entraîne Romain Gary dans une méditation sur l'art qui est présentée, ce sera ma troisième partie, comme un perpétuel échec, mais un perpétuel échec toujours sublimé, toujours dépassé, et nous verrons comment. Peut-être que si vous avez suivi le cours sur Baudelaire, ça vous rappelle déjà des souvenirs. Je vais donc commencer par vous montrer qu'il s'agit, alors vous le montrer, j'ai pas besoin de vous le montrer, vous l'avez vu, mais ça va me permettre quelques remarques un peu grammaticales. Un tout petit détail, hein, j'ai eu des retours sur le cours de... Alors merci évidemment pour tous ceux qui prennent la peine de nous faire des retours, c'est vraiment très précieux. J'ai eu des retours dernièrement sur le cours sur Baudelaire en disant que sur la poésie, on voyait pas le rapport avec la culture générale, etc. C'était pas intéressant forcément. Alors je comprends que ça ne vous intéresse pas au niveau individuel, ça bien sûr. En revanche, tout ce que je vous dis peut vous servir pour le CRPE, ça je vous le garantis. Et si vous regardez les annales, depuis 2014, il y a une fois, par surprise, des questions sur la poésie. Des questions de forme, sur un alexandrin, la forme d'un vers, les strophes, des questions sur le poème en prose. Et donc si je prends le temps de vous dire, on va parler un peu de la forme, des accents, etc., c'est parce que ça peut nous servir. Donc tout peut nous servir, et il faut vraiment aborder ces cours évidemment avec une ouverture maximum pour saisir des choses qu'on n'attendrait peut-être pas au concours, mais qui peuvent de manière très exceptionnelle venir. Et évidemment, à ce moment-là, tiens, tel cours, on avait vu ça, je me souviens, il y avait cet aspect-là, ça peut nous aider. Donc essayez, quels que soient vos goûts personnels, que je comprends très bien, essayez vraiment
d'ouvrir au maximum votre esprit, de tout saisir. Vous ne savez pas forcément tout ce qui vous attend pour le CRPE, puis vous allez enseigner, évidemment, que ce soit la poésie ou le roman, il faudra que vous puissiez communiquer là-dessus, transmettre quelque chose de ça à vos élèves. Donc je voudrais vous montrer d'abord que c'est le récit autobiographique d'une passion d'enfance. On a les marques d'une écriture autobiographique, conditions nécessaires mais non suffisantes. Mais nécessaire, ça pourrait se discuter d'ailleurs, la première personne. Évidemment, ce texte est écrit à la première personne. Je jonglais, mon besoin d'art, mon goût de l'exploit, ma soif, ce fut mon premier moyen. Donc on le voit dans les pronoms personnels, dans les déterminants possessifs. Voilà, les verbes marquent cette première personne. Je dis que c'est non suffisant parce qu'on peut aussi avoir des romans totalement fictifs écrits à la première personne, hein, ça je crois que vous le savez. On peut penser à L'étranger de Camus par exemple, aujourd'hui Maman est morte. On a une déictique dès le début, c'est à la première personne et c'est pas du tout une autobiographie de Camus. Camus n'a jamais tué personne que je sache, donc attention à ça. Mais il est vrai que très souvent l'autobiographie est marquée par la première personne. Et on peut penser aux grands modèles de l'autobiographie, les Confessions de Rousseau, les Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand. Voilà, évidemment avec toutes ces variantes, hein, une mémoire, des mémoires, c'est pas tout à fait la même chose que. Alors des mémoires, c'est le fait de raconter son époque par le prisme de sa vie, c'est ce que fait Chateaubriand. C'est une des modalités de l'autobiographie, qui n'est pas la même que le journal intime, etc. On ne va pas entrer dans les détails, mais donc cette première personne est importante. On a aussi cette phrase à la fin du texte, « Il ne faut pas mettre ce livre entre toutes les mains ». Et ce déterminant démonstratif, ce livre a une valeur déictique. Je le rappelle, hein, la valeur déictique, ça veut dire qu'on ne peut le comprendre que grâce à la situation d'énonciation. Quand vous avez un livre et que vous lisez dans le livre, il ne faut pas mettre ce livre entre toutes les mains, vous savez que ce livre dont parle le narrateur, c'est le livre que vous tenez dans les mains. Et donc c'est une manière de faire un pont pour Romain Gary, enfin pour le narrateur, entre la fiction et la réalité, et de donner un indice dans ce texte que ce pont existe entre la réalité et la fiction, que le narrateur est bien l'auteur, que ils forment une seule et même personne. Alors je vous disais tout à l'heure qu'il faut toujours les distinguer, évidemment, parce que quand je suis Romain Gary et que je veux raconter ma vie et que je prends la plume, et même quand je suis Michel Dupont et que je fais la même chose, même si c'est pour moi dans mon journal intime en rentrant le soir de mon travail de comptable ou que sais-je, il y a toujours une différence, évidemment, qu'il faut garder en tête entre l'auteur, celui qui écrit, et le narrateur, même si le narrateur dit je, et même si moi j'écris je, Antoine Desjonquers, blablabla, et donner un cours aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux, c'est difficile, etc. Ce jeu est toujours une création. Dès lors qu'on passe à l'écriture, même si c'est de moi que je veux parler, etc., le passage à l'écriture entraîne une distinction entre auteur et narrateur. Mais on a ce déictique, mettre ce livre entre toutes les mains, on a ces indices qui montrent que Romain Gary s'adresse directement en tant qu'auteur, en tant que sujet et objet de son livre, s'adresse à un lecteur et qu'on est donc dans une autobiographie. Voilà, on a une confusion auteur-narrateur qui est entretenue par le narrateur lui-même. Le projet d'écriture, c'est de dire je, Romain Gary, alors c'est difficile quand on dit ça parce que c'est déjà un pseudonyme, mais je, Roman Katsev, sous le nom de Romain Gary, prends la plume pour vous parler véritablement de moi. Si je prends la peine de vous dire ça, c'est parce que vous pouvez évidemment avoir des réflexions en culture générale sur l'écriture, vous pouvez avoir des extraits qui viennent d'autobiographies dont la compréhension des enjeux peut vous aider en grammaire, donc voilà, esprit le plus large possible, évidemment. Voilà, ce qui est raconté ici, très simplement, c'est un jeu d'enfant qui tourne à l'obsession. Ça pourrait faire l'objet d'une question de lexicologie, hein. Cette obsession, on la voit à travers plusieurs moyens linguistiques. On a ces imparfaits itératifs, imparfaits de répétition. Je jonglais avec les oranges. Alors évidemment, il décrit une période globale, mais cette activité de jonglage, il l'a fait très souvent. J'entrais dans notre chambre en jonglant. On sent bien que c'est quelque chose qu'il a fait plusieurs fois. Il se plantait devant sa mère avec ces différents objets, et donc c'est la répétition, et une répétition qui, on va le voir, tourne à l'obsession, grâce notamment à ces énumérations qui font un peu du sel du texte, en tout cas cette dimension, sa dimension un peu comique. Et je jonglais avec les oranges, avec les assiettes, avec les bouteilles, avec les balais, avec tout ce qui me tombait sous la main. Et on peut noter l'adverbe tout, qui apparaît à de nombreuses reprises dans le texte également pour insister, procédé d'emphase.
Donc ces énumérations contribuent à l'idée d'une obsession, c'est vraiment quelque chose qui hante le jeune Roman, et, euh, et les énumérations sont complétées évidemment par le lexique, par les termes utilisés. Il est question de ferveur, alors je l'ai pas mis je l'ai pas surligné, mais un fervent moyen d'expression. Et puis ces expressions de tout mon être, avec encore cet adverbe tout qui vient former un déterminant composé, tout mon être. Je m'y jetais à corps perdu, encore une expression, voilà, qui va dans ce sens. Dieu sait que j'ai essayé. Dieu sait que, évidemment, ça sert à insister, c'est de la modalisation en fait. Quand on dit Dieu sait que, c'est une manière de dire, d'assurer de la vérité et de l'importance du propos qu'on est en train de formuler. Et donc tout cela contribue à donner l'idée d'une obsession de ce jeu. Et ce qui se joue aussi dans ce texte, hein, même au premier niveau de lecture, c'est le récit d'une cruelle désillusion. Il est obsédé, il veut parvenir à cette 7e boule. Alors dans un extrait autre qui n'est pas ici, parce qu'il faut bien délimiter le nôtre, il est question d'un grand jongleur très connu, Rastelli, qui lui arrive à jongler à cette boule et qui est le modèle. Et donc c'est par rapport à Rastelli que Romain Gary se situe. Et c'est par rapport à cet exploit de Rastelli que Romain Gary est déçu. Il y a une cruelle désillusion qui se joue. Et la rupture de cette désillusion s'exprime notamment à travers les temps verbaux. Un fait brutal s'imposa peu à peu à moi. Je n'arrivais pas à dépasser la 6e balle. La dimension bornée de ce verbe s'imposer au passé simple contraste évidemment avec les très nombreux imparfaits qui marquent la répétition, l'habitude, donc quelque chose qui s'installe, une obsession. Et tout à coup, au milieu de cette répétition, de cette passion qui dure, cette obsession qui dure, on a cette rupture du passé simple qui marque la désillusion, un fait brutal, donc désillusion évidemment douloureuse, s'imposa peu à peu à moi. Alors évidemment, le peu à peu vient atténuer ça pour montrer que ça ne se fait pas d'un coup, mais Romain Gary a choisi quand même le passé simple pour marquer cette rupture. Le fait qu'il se trouve limité dans le jonglage, qu'il n'arrive pas à, comme Rastelli, atteindre cette 7e balle. Et cette désillusion de l'enfant qui voit qu'il n'arrive pas à jongler trouve un écho plus loin dans le texte, et trouve un écho à un moment, un passage du texte qui parle d'un moment bien postérieur dans sa vie. Et donc ce qui se joue chez l'enfant a un écho très fort chez l'adulte. Ce fut seulement aux abords de ma 40e année. Donc là, le narrateur, qui lui, évidemment, est l'adulte, qui a X années, il est né en 14, c'est publié en 60, je vous laisse faire le calcul, qui regarde sa vie d'enfant, puis qui regarde sa vie d'adulte, et on a donc ces deux désillusions qui se font écho. Ce fut seulement aux abords de ma 40e année, après avoir longuement erré parmi les chefs-d'œuvre, que peu à peu la vérité se fit en moi, et que je compris que la dernière balle n'existait pas. Et là, on a toute la radicalité de cette affirmation, la dernière balle n'existe pas. On verra l'importance de cette idée. Voilà. Donc, cruelle désillusion de l'enfant qui trouve une confirmation, qui est consommée chez l'adulte. Et évidemment, quand on regarde ça, nous lecteurs, on se dit que la désillusion n'a pas exactement la même portée chez l'enfant que chez l'adulte. Et c'est ce qui nous amène c'est ce qui va nous amener doucement à notre deuxième temps. En fait, cette désillusion, cet écho révèle que quelque chose de plus se joue. Il ne peut s'agir d'un simple jeu d'enfant. Il ne peut s'agir simplement de lancer des balles en l'air, pardon. Je sentais confusément, écrit le narrateur, que l'enjeu, écrit Romain Gary, pardon, que l'enjeu était important, capital même, que je jouais là toute ma vie, tout mon rêve, toute ma nature profonde, que c'était bien de toute la perfection possible ou impossible qu'il s'agissait. Il ne s'agit plus seulement de jongler, il ne s'agit plus seulement d'un jeu d'enfant, il s'agit de quelque chose de plus. C'est ce que je voudrais vous montrer maintenant. Le jonglage, à mesure que le texte avance, devient non plus le jonglage pour lui-même, comme une anecdote d'enfance, mais devient une métaphore du travail artistique, et en particulier du travail d'écriture, puisque Romain Gary est écrivain, travail artistique qui est un moyen de
chercher la perfection pour Romain Gary, et on va le voir pour tous les artistes, si l'on en croit ce que nous dit le narrateur. Le texte progresse donc vers cette lecture métaphorique de l'anecdote. Alors, on part d'une anecdote qui est racontée pour elle-même, hein. Si l'on entre dans le pacte, disons le pacte d'écriture le pacte autobiographique de Romain Gary, bah, on va dire, bah oui, il nous raconte qu'il jonglait, donc qui jonglait, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et au début, il raconte quelque chose de réel, un souvenir d'enfance, une anecdote, une passion. Mais à mesure que le texte avance, on va glisser vers autre chose et il y en a beaucoup d'indices. Dès le début, on a quand même des indices que l'enjeu, c'est pas simplement jongler, c'est pas simplement pour devenir un jongleur célèbre éventuellement, ou pour accomplir une aspiration, une passion. On a l'indice d'un enjeu supérieur. Mon besoin d'art, de perfection, mon goût de l'exploit merveilleux et unique, bref, ma soif de maîtrise, trouvez là un humble mais fervent moyen d'expression. Ce mot moyen est très intéressant. Le jonglage n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Un moyen vers quoi? Ben justement, on va le voir, hein, vers cette recherche de l'idéal de la perfection. Et très vite, il apparaît, même si le narrateur continue à parler de jonglage, de balles, hein, la dernière balle est restée à jamais hors d'atteinte. Jamais, jamais ma main n'est parvenue à la saisir. J'ai essayé toute ma vie. On se doute qu'il n'a pas vraiment essayé toute sa vie de jongler. Romain Gary avait bien autre chose à faire que de jongler 7-8 heures par jour toute sa vie. Donc ce qui est au début vraiment du jonglage est en fait devenu autre chose. Il a continué à essayer, mais par d'autres moyens. Et ces autres moyens, on va le voir, c'est notamment l'art et l'écriture. Et quand il dit à la fin du texte « la dernière balle est hors de sa portée », en parlant de Malraux, il nous donne une confirmation, évidemment, que cette dernière balle, c'est pas vraiment une balle, c'est une métaphore. Malraux n'était pas un jongleur, qu'on sache. Alors peut-être dans ses temps libres, Malraux était un écrivain. Et donc on sait, avec cette mention, ça nous confirme que le jonglage qui était raconté pour lui-même au début est devenu une métaphore de la recherche de la perfection. On veut faire toujours mieux. Et évidemment, on peut se demander pourquoi ce choix du jonglage, qui est absolument génial. Pourquoi ce choix du jonglage? Parce que, évidemment, on peut pousser la logique. Si Romain Gary avait réussi à jongler avec cette balle, il aurait voulu jongler avec 8 balles. C'est infini. Et ça nous montre bien, ça nous entraîne, hein, j'anticipe un peu, mais ça nous entraîne vers l'explication de ce texte comme réflexion sur l'art, comme méditation sur l'art. L'art, c'est la recherche d'une perfection qui ne se livre jamais, qu'on ne peut jamais saisir pleinement. Il y a toujours une distance qui nous en sépare, et ça peut devenir quelque chose de très douloureux. Voilà, et donc en fait le texte nous montre que c'est d'art qu'il est vraiment question, et c'est explicite, hein, évidemment il ne faut pas être un génie de la littérature ou de la lecture de texte pour saisir cette métaphore, puisque dès le début il est question de besoin d'art, voilà, l'art, mon besoin d'art, on voit un peu plus loin expression artistique, donc on a le champ lexical de l'art qui est très présent avec les chefs-d'œuvre aussi un peu plus loin dans le texte, le chef-d'œuvre demeurait inaccessible. Après avoir longuement erré parmi les chefs-d'œuvre, vous voyez c'est intéressant, là aussi on a un jeu d'écho, hein. Le chef-d'œuvre demeurait inaccessible, le chef-d'œuvre c'est la 7e balle, et puis dans la deuxième mention de chef-d'œuvre, après avoir longuement erré parmi les chefs-d'œuvre, on sent que là il s'agit non plus de balles, il s'agit peut-être de peinture, il s'agit peut-être de textes littéraires, des plus grands romans, et donc on a ce glissement vers la métaphore qui marque la progression de ce texte. Voilà, l'idée de perfection aussi est très très présente, hein, mon besoin de perfection, le pressentiment. Cette idée de pressentiment, elle est très intéressante puisqu'elle peut nous renvoyer, pour ceux qui ont vu le cours, à Baudelaire. On sent qu'il y a quelque chose, on sent qu'il y a une perfection. Et évidemment, une fois qu'on l'a senti, ce qui est peut-être le propre des grandes sensibilités des artistes, on veut l'atteindre, mais elle va se dérober toujours. Donc pressentiment d'une perfection possible, il s'agissait de toute la perfection possible ou impossible. On sent que le jonglage n'est plus là pour lui-même, pardon de le répéter, mais c'est le cœur du texte, évidemment. Et donc, ce pauvre Romain Gary va d'une déception à l'autre, hein. Son premier moyen d'essayer de trouver la perfection, le jonglage, le confronte à un échec. Et en fait, cet échec va s'élargir et va prendre une portée beaucoup plus large, puisque c'est toute sa vie qui
devient enfin, cet échec s'étend à toute sa vie d'artiste qui essaye par d'autres moyens, même s'il ne le dit pas explicitement dans son cas personnel, et c'est ça qui est intéressant. Il ne dit pas j'ai essayé en écrivant, non, non, ça c'est à nous de le comprendre, et c'est là qu'on est dans la métaphore. Il essaie par d'autres moyens, mais finalement, voilà, l'échec marque toute une vie d'artiste consacrée en vain à trouver la perfection. Donc, il ne s'agit plus tant de jonglage que d'art, même si au premier niveau de lecture, il s'agit vraiment de jonglage. L'un n'exclut évidemment pas l'autre. C'est pour ça que je me suis permis de prendre ce premier temps plus simple pour y insister. Et puis évidemment, on a cette fin du texte magnifique avec les mentions de Paganini et de Malraux, le violoniste et l'écrivain, deux génies s'il en est. Je ne m'étonne plus aujourd'hui qu'il arrivât à Paganini de jeter son violon et de rester de longues années sans y toucher, gisant là, le regard vide. Je ne m'étonne pas, il savait. Il savait quoi? Que la dernière balle est inaccessible, ce qui confirme évidemment que cette dernière balle n'est plus vraiment une dernière balle, mais qu'elle est métaphorique. Et donc qu'est-ce qu'il savait en fait? Que la perfection est inaccessible. Même Paganini, même le plus grand, même le génie qui a fasciné Liszt et qui aurait vendu son âme au diable, même lui savait que avec son immense art, il n'arrivait pas à la perfection et qu'il y avait toujours une distance qui l'en séparait. Et puis ensuite, on a Malraux, Malraux qui est un écrivain, et quand Romain Gary écrit « le plus grand de nous tous », quand je vois Malraux, le plus grand de nous tous, ça veut dire le plus grand des écrivains du XXe siècle pour Romain Gary. Jongler avec ses balles, comme peu d'hommes ont jonglé avec lui, Malraux, on l'a dit, est un écrivain et pas un jongleur. Donc encore une confirmation qu'ici, jongler est devenu une métaphore. Mon cœur se serre devant sa tragédie. Le mot, il faut en peser, il faut en mesurer la portée, c'est une véritable tragédie. Souvenez-vous, le tragique. Je suis confronté à des forces qui me dépassent, je suis dans une impasse. Je suis un artiste, je sens qu'il y a quelque chose de possible, mais je ne peux le saisir. Voilà la grande tragédie de l'artiste, c'est qu'il ne parvient jamais à l'œuvre parfaite. Et c'est un topos de la littérature que de raconter, et de la peinture d'ailleurs, par d'autres moyens, nous le verrons dans la suite du cours, que de raconter cet échec, cette frustration. Et donc, avec cette double mention, Paganini le musicien, Malraux l'écrivain, Romain Gary procède à un élargissement de la portée de son anecdote. Il ne s'agit plus seulement de l'enfant qui voulait faire plaisir à sa mère, il s'agit en fait de la tragédie de tous les artistes, en tout cas tous les grands artistes, ceux qui sont assez bons pour mesurer les limites de leur art. Ce qui nous amène en fait à essayer de donner un peu une synthèse de cette vision de l'art que nous donne Romain Gary. C'est mon troisième temps, l'art est présenté ici dans ce récit, c'est d'abord narratif, et ça devient une espèce de méditation, une réflexion. L'art est présenté donc comme un perpétuel échec, et je vais vous montrer que c'est un perpétuel échec qui est sublimé. Enfin, je vais vous montrer que Romain Gary nous le montre. Moi, j'ai rien à vous montrer. Je suis évidemment, comme tout professeur qui se respecte, au service de quelque chose qui me dépasse. C'est toute la beauté de ce métier. Ici, le texte de Romain Gary. Il y a un mot qui est très très important pour comprendre ce qui se joue ici, c'est le mot de mélancolie. Il y a une véritable mélancolie de l'artiste qui s'exprime dans ce texte, et cette mélancolie, elle s'exprime à plusieurs niveaux. Il y a une idée très forte qui apparaît et qui est mise en valeur par l'usage d'un temps que vous connaissez, qui est le présent de vérité générale. C'est une vérité triste, et il ne faut pas la dévoiler aux enfants. On voit ici qu'on est passé de l'anecdote à l'écriture moraliste, c'est-à-dire à l'homme qui s'interroge sur la vie, sur le monde, et qui peut, ayant tiré une leçon de son anecdote, en fait c'est presque un apologue, cette histoire du jonglage, vous connaissez l'apologue maintenant, on en a beaucoup parlé avec La Fontaine notamment, en parlant aussi des différentes œuvres sur l'imagination, c'est presque un apologue, et de cet apologue, Romain Gary tire une morale, un peu comme La Fontaine, après avoir raconté une plaisante petite histoire, peut tirer une morale. C'est une vérité triste. Voilà, cette vérité triste, c'est la vérité de l'art, c'est le drame de l'artiste, c'est que l'artiste n'arrive jamais à la perfection. Et la conséquence de cette vérité triste, l'adjectif triste le montre, c'est un état particulier qu'on décrit, qu'on désigne avec ce nom de mélancolie, qui est peut-être celui qui le désigne le mieux. La mélancolie, c'est justement cette espèce de lassitude, de tristesse face à
l'idée très précise des limites de l'homme, des limites de la condition humaine, des limites de l'artiste en particulier. Et Paganini, tel qu'il est décrit ici, c'est une véritable statue de Paganini que nous fait ici Romain Gary. Hein. Restez là. Je ne m'étonne plus aujourd'hui, je suis dans le deuxième passage surligné, qu'il arriva à Paganini de jeter son violon et de rester de longues années sans y toucher, gisant là, le regard vide. C'était un Paganini figé dans une pose, qui est une pose qu'on retrouve dans de nombreuses œuvres d'art, la pose du mélancolique. Il gît là, le regard vide, avec son violon jeté à côté de lui, c'est presque une nature morte, alors pas tout à fait morte parce qu'il y a Paganini à côté, mais le violon posé, on va voir que c'est quelque chose qu'on trouve dans de nombreuses natures mortes en peinture. Une nature morte en peinture, c'est la peinture d'objets inanimés. Et donc Paganini devient ici une allégorie de la mélancolie, une allégorie de la douleur de l'artiste. J'oserais presque dire une allégorie du spleen. Souvenez-vous de Baudelaire, l'artiste qui, en dépit de tous ses efforts, est conscient de ses limites. Et souvenez-vous du texte de Baudelaire qu'on lisait pour gloser un peu à une passante. Hein, il était question d'une irritation de la sensibilité quand Baudelaire, dans ses notes, la préface à ses notes sur Pau, explique que quand il entend un beau morceau de musique ou quand il voit un tableau, l'émotion qu'il ressent, c'est une émotion douloureuse parce que sa sensibilité est irritée. C'est un peu ce qui se joue ici chez Paganini. Et en fait, c'est un peu ce qui se joue aussi chez Romain Gary, parce que Romain Gary est un grand écrivain, son texte est très bien construit. Si vous revenez un peu en avant dans le texte, vous voyez que la posture de Paganini, qui reste regardant à distance de son violon, qui gît, le regard vide, c'est un écho à une posture de l'enfant qui restait là, consterné, incapable de se résigner, incapable de renoncer. Donc on a un jeu d'écho ici, une espèce d'embryon de mélancolie chez l'enfant qui trouve sa forme la plus accomplie, la plus aboutie dans cette image de Paganini. Et puis chez Malraux également, et avec Malraux, avec la mention de Malraux, on va un peu plus loin dans la leçon qu'on peut tirer de ce fait. Lorsque je vois Malraux, le plus grand de nous tous, donc le plus grand écrivain évidemment, jongler avec ses balles, ça veut dire écrire, hein, vous l'avez compris maintenant, on est dans la métaphore, comme peu d'hommes ont jonglé avant lui. Mon cœur se serre devant sa tragédie, celle qu'il porte écrite sur son visage, au milieu de ses plus brillants exploits. La dernière balle est hors de portée. Et toute son œuvre est faite de cette certitude angoissée. La dernière balle n'existe pas. Il n'y a pas de dernière balle. De toute façon, si j'arrive avec 8, ben, il restera toujours une 9e. Encore une fois, image de génie choisie par Romain Gary. On voit tout son talent d'écrivain, pardon d'y insister, mais à chaque fois que je relis ce texte, j'en suis admiratif. Donc il y a ce constat que la dernière balle n'existe pas, la perfection est impossible. Mais la phrase ne s'arrête pas là. Toute son œuvre est faite de cette certitude angoissée. On a vu que l'art était un perpétuel échec. On ne peut pas arriver à la perfection, on le sait, mais on ne peut pas non plus s'empêcher de continuer à essayer. Pourquoi c'est un perpétuel échec? Sublimé, c'est le dernier point sur lequel je voudrais finir, parce que, comme nous le dit Romain Gary, toute l'œuvre de Malraux est faite de cette certitude angoissée. Il connaît sa limite, il sait qu'il n'arrivera pas à la perfection, mais, il arrive à donner une forme à cette frustration. Il arrive à donner une forme à cette désillusion, donner une forme à une frustration, une désillusion, la mélancolie, un sentiment. C'est tout simplement ce qu'on appelle l'art. Le grand art quand c'est bien fait. Et chez Malraux, c'est bien fait. Et donc Malraux est conscient de cette limite, est conscient de cette impossibilité, mais cela devient un moteur pour son œuvre. Toute son œuvre est faite de cette certitude angoissée. La douleur, l'angoisse qui étreint l'artiste devient la source de l'art même. Et ça, évidemment, c'est une idée qui est confirmée pour Romain Gary lui-même. Romain Gary passe par la médiation de Malraux pour exprimer son idée, mais il parle d'abord de lui-même. Et revenons à ce passage très intéressant. Voilà pourquoi ce livre ne peut être mis entre toutes les mains. C'est une vérité triste et il ne faut pas la dévoiler aux enfants. Voilà pourquoi ce livre ne peut être mis entre toutes les mains. Rappelez-vous la valeur déictique de ce livre, du déterminant démonstratif. En fait, ce livre, c'est le résultat justement de cette vérité triste.
tout ce livre est fait de cette douleur, tout ce livre est fait du sentiment éprouvé par Romain Gary qui ne pourra jamais arriver à cette perfection, et en l'occurrence cette perfection qu'il voulait pour sa mère. C'est sa mère, c'est l'amour maternel et les exigences maternelles qui ont mis en Romain Gary, c'est ce qu'il exprime dans La promesse de l'aube, qui ont planté, qui ont mis en germe ce besoin justement, cette sensibilité d'artiste, ce besoin d'atteindre la perfection, et il n'y arrive pas, et c'est douloureux. Et tout le livre exprime cette douleur. Mais de ce fait, la douleur, la frustration, la désillusion, la mélancolie, tout ça devient l'œuvre elle-même. Voilà l'art qui nous est raconté en actes. Le livre que nous lisons est en fait le résultat, la sublimation, le dépassement de la frustration de l'artiste qui sait très bien ses limites, qui sait qu'il n'y arrive pas. Et on retrouve évidemment des échos directs à Baudelaire, j'y reviendrai un peu plus tard. Je voudrais vous montrer quand même pour faire un écho assez rapide à Paganini, pensez à Paganini gisant à côté de son violon, le regard vague. On pense évidemment, enfin j'ai pensé évidemment, enfin, évidemment non parce que je connais cette gravure et que je l'aime beaucoup. J'ai pensé à cette gravure de Dürer, Albrecht Dürer, Mélancolia 1 que vous connaissez peut-être. On est au tout début du XVIe siècle, 1514. Période qui est à la fois la période de l'humanisme triomphant, mais qui est en lui-même, la Renaissance, on la présente toujours comme une période de renouveau extraordinaire. Certes, c'est une période de renouveau parmi beaucoup de périodes de renouveau qui ont eu lieu dès le Moyen-Âge. On parle aussi d'une Renaissance du XIIe siècle, etc. Mais c'est aussi une période de crise. Et qui dit crise dit interrogation, qui dit crise dit bouleversement. Et dans ce contexte, Dürer nous donne une image de la mélancolie, c'est comme ça qu'il appelle son œuvre, une allégorie de la mélancolie. Je ne vais pas vous la commenter trop longtemps parce qu'on pourrait y passer beaucoup de temps. Vous voyez que c'est une composition très riche. Mais regardez cet ange cloué au sol. Cet ange cloué au sol, entouré des attributs de la science, des outils de l'artisan, tous ces symboles de l'activité humaine, qu'elle soit artistique, artisanale, de la production humaine, tout ça gît à terre et l'ange est cloué au sol, éloigné justement des hauteurs, éloigné de la perfection qui semble inaccessible. Vous voyez le templier, le sablier du temps qui passe, évidemment, qui exprime ses limites de l'homme du simple fait de la mort. Vous voyez une sphère qui représente la perfection, mais la sphère, elle aussi, est à terre. Et donc, chez Dürer, il y a peut-être exactement, alors on va plutôt remettre les choses en ordre, chez Romain Gary, il y a peut-être exactement enfin une traduction littéraire de cette idée magnifiquement exprimée par Dürer dans cette Mélancolia. Et je pourrais pousser un tout petit peu, hein, pour ceux qui connaissent et aiment Baudelaire, quand on voit un ange avec les ailes clouées au sol, on ne peut que penser aussi au fameux poème de l'Albatros, l'Albatros qui devient une métaphore du poète qui voudrait s'élever dans les nuées, hein, mais qui inévitablement parfois se retrouve pris, capturé donc par les marins, c'est la métaphore pour dire rattrapé par sa réalité et sa condition humaine, et qui cloué au sol devient gauche et vole avec ses grandes ailes qui ne peuvent plus voler. Voilà pour cette idée de la mélancolie qui me semble absolument fondamentale, même si le mot n'apparaît pas dans le texte. On parle de certitude angoissée. Je pense que le mot mélancolie est celui qui décrit le mieux ce texte. Et ça va me permettre de conclure. Romain Gary, donc, pour refaire le parcours et reprendre tous les niveaux de lecture, Romain Gary raconte avec une nostalgie amusée une passion d'enfance pour le jonglage. J'aurais pu m'étendre un peu, mais il ne faut pas que je sois trop long, sur les tonalités. Au début, c'est plutôt comique. On a un regard amusé du narrateur adulte sur l'enfant qu'il était, hein, faire vivre sa mère dans le luxe, etc., avec le jonglage. Évidemment, il s'amuse de cette obsession. Et donc, au début, c'est vraiment du récit. C'est narratif, et on a cet épisode de la vie de Romain Gary, sa passion pour le jonglage. Mais cette passion, vous l'avez compris, j'espère, prend une portée beaucoup plus large, beaucoup plus importante, et devient une métaphore de la création artistique. La recherche de la perfection à travers l'art, c'est de ça qu'il s'agit. Le jonglage n'était qu'un moyen. La fin, c'est la recherche de la perfection, et Romain Gary, même s'il ne le dit pas explicitement dans le texte, va changer de moyen. Son moyen, ce sera l'écriture, avec le même constat, les mêmes désillusions qu'il partage avec Paganini dans la musique et Malraux dans l'écriture, la perfection est impossible. L'art est donc présenté comme la recherche d'une perfection qui est impossible à atteindre. Donc c'est un échec perpétuel. Et l'artiste,
et c'est là qu'on va vers la sublimation, l'artiste est celui qui s'est donné forme à cet échec, qui s'est donné forme à sa mélancolie, qui a perçu cette composante essentielle de la condition humaine et qui sait l'exprimer à travers sa peinture, à travers sa musique, à travers son écriture. Gary ainsi s'inscrit dans le sillage de Baudelaire, Baudelaire déchiré entre cette recherche de l'idéal, d'une perfection, d'une beauté parfaite, d'un absolu, et l'inévitable spleen, cette mélancolie, cette irritation de sa sensibilité due à la conscience définitive qu'il ne peut qu'entrapercevoir la perfection, la beauté et l'idéal sans jamais l'atteindre pleinement. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce texte. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé, que je n'ai pas été trop long. Et je vous propose une petite chasse au thème de 3 minutes, comme d'habitude. Reprenez le texte, évidemment, ouvrez votre esprit au maximum. Et il y a des thèmes dont on a parlé qui font écho à d'autres thèmes vus chez Baudelaire, donc il faut les remettre, évidemment. Et puis, on a aussi d'autres thèmes qui sont apparus avec ce texte, qui doit nous permettre d'en ajouter quelques-uns dans notre escarcelle. 3 minutes donc, et c'est parti, à tout à l'heure. Alors, le temps que je lance un chronomètre, tac. Alors, pardon, une petite manipulation, je voulais vous remettre le texte quand même, je vous remets un chronomètre. Voilà, et je vous laisse les consignes, pour que vous puissiez aussi vous aider de ces consignes et vous rappeler ce que vous avez peut-être trouvé. C'est parti.
Je vais vous donner les quelques thèmes qui me sont venus en tête dans ma propre réflexion, ce qui n'exclut pas évidemment, les vôtres. Hop, voilà. Alors évidemment, si vous avez un sujet qui est toujours probable, et c'est pour ça que j'ai choisi ce texte aussi sur le thème de l'enfance. Évidemment, c'est très très large, hein. Ça peut être formulé avec plein de questions, de plein de manières. Mais ici, vous avez un très beau passage, à mon sens, autobiographique sur un épisode de l'enfance. Alors ceux qui ont lu La vie devant soi, qui est un texte écrit avec le point de vue d'un enfant, auront beaucoup de choses aussi à aller chercher de ce côté-là. Mais une réflexion sur l'enfance par rapport à l'éducation, la relation à la mère, le jeu, la passion, l'idéal, les illusions, plein de choses qui se présentent. Évidemment, vous aurez de la matière. La question du jeu aussi, hein, jongler est aussi un jeu pour cet enfant au début, avant de devenir la possibilité peut-être de la gloire, la fortune, et avant de devenir un moyen de... avant d'être un moyen d'expression artistique. S'il a commencé par prendre des balles et le lancer en l'air en essayant de les rattraper, c'est probablement d'abord pour jouer. Et évidemment, la question du jeu, c'est un thème assez classique de culture générale, et en tant que futur professeur des écoles, vous pouvez y être confronté. Voilà, la question de l'écriture, ça j'espère que j'ai pas besoin de trop vous l'expliquer, hein. Romain Gary qui, par l'écriture, donne une forme à sa mélancolie, à son échec, et en fait une œuvre d'art, et présente l'art donc comme, alors évidemment c'est le point de vue de Romain Gary, et d'autres personnes vous donneront des définitions de l'art toutes différentes, ça c'est évident, mais ici, comment l'écriture autobiographique peut permettre à Romain Gary de dépasser cette frustration par rapport à son incapacité à, à atteindre la perfection et à offrir à sa mère ce qu'il aurait voulu lui offrir. Et cette incapacité, de toute façon, même si Romain Gary a eu une vie extraordinaire, un destin formidable, il a eu des postes dans la diplomatie, il aurait pu devenir ambassadeur, c'est devenu un grand écrivain, il a eu 2 prix Goncourt, sa mère aurait été plus que comblée. Évidemment, l'humain étant l'humain, l'humain étant mortel, on va s'en dire quelques mots après, quand bien même, de toute façon, il ne peut pas offrir à sa mère la plénitude et la perfection puisque sa mère le quitte. Et donc, voilà, il arrive à dépasser l'accablement de l'échec pour en faire quelque chose, en faire un livre, ce livre magnifique, La promesse de l'aube, ce livre que nous tenons dans nos mains quand nous lisons cet extrait dans le texte. Et voilà, donc le rôle de l'écriture. Euh, Évidemment, je dis l'écriture, c'est très large aussi, hein. On pourrait vous poser plein de questions sur l'écriture, c'est l'écriture de soi. Mais évidemment, il y a toute une réflexion sur le fait d'écrire, sur la littérature. Et la littérature et l'écriture entend comme occurrence particulière, enfin comme art particulier, mais il est question aussi, à travers Paganini, à travers Malraux et à travers la méditation générale, d'art en général, et donc évidemment un sujet sur l'art qui est aussi hautement probable, hein. C'est un thème très classique de culture générale évidemment, et très classique au CRPE. Il faut que vous y soyez préparés, là vous commencez à avoir de la matière, parce que chaque référence qu'on voit nous fait réfléchir à des thèmes, mais se présente aussi comme une œuvre d'art, enfin, surtout pour les textes peut-être plus littéraires que philosophiques, mais philosophiques aussi en fait. Un texte de Platon est une œuvre d'art aussi. Et, voilà, toutes les questions sur l'idéal, la perfection, l'absolu, cette volonté de toucher la perfection, qui fait écho à celle qu'on trouvait chez Baudelaire. Évidemment, toutes les questions, le pendant, l'échec, la déception, la désillusion, la mélancolie, la tristesse, qui sont issues de cet échec, de cette désillusion. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment l'homme peut-il surmonter cette mélancolie? Toutes ces questions, enfin, peut surmonter l'échec, peut surmonter la tristesse, peut surmonter la mélancolie. Par l'art, tout ça est évidemment lié, mais donc vous voyez tous ces thèmes qui se dessinent. La question de la passion de l'enfant pour le jeu, et la question de la mère aussi. La figure maternelle, c'est un thème très classique de culture générale. C'est des choses qui sont tombées au bac assez souvent, et j'ai repéré qu'il y avait souvent des liens assez forts entre les thèmes qui tombaient au bac de français dans son ancienne version, quand il y avait un thème avec une question de corpus, et ce qu'on peut trouver au CRPE. Donc ceux qui sont curieux, allez voir un petit peu les annales du bac de français, et notamment les questions de corpus, donc tous les bacs jusqu'à 2019, puisqu'en 2020 il n'y en a pas eu, et en 2021 c'était un nouveau programme. Ça peut vous donner beaucoup d'idées pour le CRPE. Voilà, j'ai fait ma petite enquête et elle est assez concluante. Évidemment, je m'en nourris pour tous les sujets, tous les axes qu'on essaie de vous donner avec l'équipe.
Et la question de la mère, la question du rêve, hein. Alors le rêve, ça rejoint la passion, le rêve de faire, enfin le rêve au sens d'ambition, le rêve d'accomplir quelque chose, de faire quelque chose. Ça, c'est un thème littéraire très très important également. Et donc l'ambition, je l'ai mis aussi. Voilà, on pourrait trouver plein d'autres thèmes. Euh, Ce qu'il faut, c'est s'entraîner évidemment à avoir l'esprit ouvert et l'esprit large pour être capable de mobiliser ce texte une fois qu'on le connaît bien, qu'on le maîtrise bien dans tout un tas de sujets. Et je vous propose de le faire tout de suite avec notre désormais traditionnel entraînement. Et on va s'entraîner sur un petit paragraphe argumenté en se donnant 10 minutes sur la question suivante, le jeu peut-il aider à mûrir? Voilà, thème sur le jeu peut-il aider à mûrir? C'est la problématique à laquelle vous êtes arrivé. Vous écrirez un paragraphe argumenté pour répondre à cette question en vous appuyant sur votre réflexion, bien sûr, éventuellement sur d'autres idées qui vous viennent, mais je voudrais surtout que vous vous concentriez sur le texte de Romain Gary. Et on va se donner 10 minutes pour ça, et à tout à l'heure. Voilà, si je vous mets la réponse avant, ça ne va pas, il vaut mieux que je vous mette un chronomètre. Et qu'il soit de la bonne durée. Tac! C'est parti!
Le jeu peut-il aider à mûrir? J'espère que vous avez réussi à produire quelque chose, même court, hein. Il faut vraiment se mettre en situation chronométrée comme au concours. Il faut pondre un paragraphe et même 10 minutes, c'est un peu plus que ce dont on dispose pendant le concours lui-même. Et donc vraiment efforcez-vous toujours de dire il faut que je mette quelque chose, même si c'est pas parfait, même si je peux mieux faire. Et moi je vous propose un petit corrigé qui vaut ce qu'il vaut. Et le jeu permet l'indispensable apprentissage de la défaite. Voilà mon idée, voilà ma phrase titre que j'énonce le plus simplement possible au début de mon paragraphe et que je développe par la suite. Et vous allez voir que je la développe d'abord par mes propres réflexions, hein, sans passer directement par une référence, et ensuite, en renfort, j'appelle Romain Gary pour évidemment donner toute la force, ce que j'espère être la force de mon paragraphe. Jouer, seul ou à plusieurs, c'est s'exposer à la possibilité de l'échec qui survient tôt ou tard dans toute vie. Donc là, j'essaie d'expliquer que c'est important d'apprendre la défaite. Or, si dans la réalité, l'échec se paye souvent comptant, ce n'est pas le cas dans les jeux. On peut apprendre sans se faire trop mal. La perte des billets de Monopoly n'empêche pas de payer son loyer. Alors une petite métaphore un peu bébête, mais l'idée que je veux montrer, c'est que le jeu, ça reproduit des situations de la vraie vie, mais sans vraies conséquences. Et donc c'est très important d'en passer par là pour se former. Ainsi, c'est en découvrant qu'il ne pourra jamais jongler avec cette balle que le jeune Roman Katsev est confronté à sa première désillusion. Dans La promesse de l'aube, Romain Gary raconte cette désillusion qui en annonce et en prépare une plus cruelle, la découverte que la perfection n'est pas à notre portée. La 7e balle est en fait la métaphore de cette distance qui sépare toujours l'homme de la perfection, comme le jeu peut devenir une métaphore de la vie elle-même. Voilà, la 7e balle dans le texte de Romain Gary, c'est une métaphore. Et le jeu, en général, peut être une métaphore de la vie, peut représenter de manière fictive des situations de la vie. Par le jeu, l'enfant peut donc gagner en sagesse. Et vous voyez, je fais attention à conclure, à mettre une phrase qui montre que je réponds vraiment à la question. Le jeu peut-il aider à mûrir? Oui, puisque l'enfant peut gagner en sagesse. Donc la boucle est bouclée et j'ai essayé de montrer, en utilisant ce texte de Romain Gary, une idée qui va être une étape dans mon raisonnement. Souvenez-vous, hein, comme une petite démonstration mathématique, je montre le résultat et de la manière, c'est comme en mathématiques, hein, la plus élégante et la plus efficace possible, j'essaie de prouver ce que j'ai avancé dans ma phrase titre. Voilà pour le petit paragraphe argumenté. Amusez-vous à en faire d'autres, hein. L'exercice, vous devez le prolonger. Vous pouvez travailler entre vous ou tout seul. Vous prenez les thèmes qu'on s'est donnés ensemble. Vous inventez des sujets. Ça, ce sera un très bon exercice. Et puis, vous rédigez des paragraphes sur ces sujets. Évidemment, nous, on vous en donne un pour que vous ayez un corrigé, etc. Mais prolonger l'exercice, c'est de la gymnastique. C'est une gymnastique du cerveau, une gymnastique de l'esprit. Et comme toute gymnastique, c'est en s'entraînant qu'on devient très bon. Voilà. Je voulais juste, avant de conclure, vous montrer quelques prolongements picturaux de ce qu'on s'est dit, avec quelques vanités, ce qu'on pourrait appeler des vanités. En fait, j'en ai mis que 2 et je vous laisserai prendre le temps de regarder ça, je ne vais pas trop m'étendre. Qu'est-ce que c'est qu'une vanité? La vanité, déjà, c'est le fait que tout soit vain, tout soit... quand on parle de la vanité des choses, on parle de leur caractère futile, dérisoire, illusoire. Et pourquoi tout peut sembler vain dans la vie humaine? Parce que la mort nous guette, qu'on ne sait pas quand ça s'arrête, et qu'on peut construire tout ce qu'on veut, du jour ou l'autre, hein, nul ne connaît ni le jour ni l'heure, comme disait l'autre, et comme on peut lire dans l'évangile, je vais le dire de manière plus respectueuse, nul ne connaît ni le jour ni l'heure, et donc on peut voilà, construire tout ce qu'on peut construire, et puis voir tout ça s'effondrer en un jour. Et on trouve dans la Bible, dans un des livres les plus beaux et les plus mystérieux de la Bible, qui s'appelle le livre de l'Ecclésiaste, cette phrase en ouverture, vanité des vanités, et tout est vanité. Tout est vanité. Tout ce que peut faire l'homme, tous ses projets. Vous pouvez essayer de devenir, vous pouvez être milliardaire, être, comment il s'appelle, avoir fondé Amazon ou je ne sais quoi, gagner X 1000 $ par seconde. Vous pouvez bâtir des empires, vous pouvez, à la fin, ce qui vous attend, c'est toujours la même chose. Et au regard de la mort, et au regard peut-être de l'éternité, hein, si on se situe dans la perspective religieuse, qui est celle du 17e, dont vient le premier tableau que je vais vous montrer, enfin que je vous montre déjà, tout ça paraît futile, tout ça paraît bien peu de choses. Et ce qu'on appelle une vanité, donc, c'est ce courant, enfin ce format enfin ce sujet plutôt, c'est un sujet de tableau, sujet pictural qui apparaît au 17e, période de crise également, période de crise de la modernité, je vous en ai un peu parlé
en parlant de Jean de La Fontaine, peu importe. Euh, c'est cette espèce de conscience de l'insignifiance de l'homme, de sa petitesse par rapport à, enfin l'insignifiance de sa vie, par rapport au monde, par rapport à l'immensité de Dieu, par rapport à la perfection divine, hein. On pourrait parler longuement du jansénisme au XVIIe, ça vous rappellerait peut-être des souvenirs scolaires, c'est pas le lieu ici. Mais donc on a ces tableaux qui apparaissent et le tableau Vanité ou allégorie de la vie humaine de Philippe de Champagne en est un exemple très connu. Vous avez cette fleur qui représente évidemment la vie à travers le végétal, cette fleur qui vient d'un globe, hein. Le pot est un globe, le globe c'est toujours un symbole de la perfection, mais cette fleur, déjà elle ressemble un peu à une flamme, ce qui montre sa fragilité, une flamme qui serait mouvante, et puis on voit un pétale qui commence à s'incliner, on voit la mort qui, dès le début de la vie, marque son emprise. On voit le sablier qui représente le temps. Et entre ces deux éléments, ce crâne qui nous regarde, hein, on est absorbé par le vide des orbites. Le vide, c'est quoi? Ce qui est vain, c'est ce qui est vide, justement. C'est ce qui est dérisoire. Et donc, toutes les prétentions sont ramenées à néant. Et à travers ces tableaux, il y a un message que l'artiste veut peut-être nous adresser, c'est le fameux memento mori, une locution latine qui veut dire souviens-toi que tu vas mourir. Évidemment, ça peut paraître un peu macabre, mais on pourrait philosopher longtemps pour montrer que c'est une pensée qui peut donner justement beaucoup, beaucoup de valeur à la vie, paradoxalement. Et pourquoi je vous montre ça ici? Parce que cette vanité rejoint aussi la mélancolie de Paganini, la mélancolie de Romain Gary, qui sont toujours ramenés aux limites de leur condition humaine et qui n'arrivent pas à trouver cette perfection. Voilà, on est ramené à son insuffisance et tous les efforts finalement semblent vains puisqu'on ne peut jamais parvenir au but. D'où le lien qui peut être fait. Et voilà, Philippe de Champagne est l'un des premiers à ouvrir une tradition qui va avoir une grande, grande postérité. Un autre tableau ici de Peter Claes, qui est un peintre euh, hollandais et qui, un peu plus tard dans le XVIIe siècle, mais à peine plus tard, hein, alors pour les dates et les références, vérifiez-les bien sur le document complémentaire, qui nous peint une autre vanité. Et là, vous voyez ici, vous retrouvez des éléments, le globe par exemple, le globe qui reflète, je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo, le peintre lui-même qui est derrière, et donc le regard de l'artiste justement sur cette vanité, alors ça pourrait nous entraîner très loin, qui reflète également une fenêtre. La fenêtre, c'est l'ouverture vers un ailleurs, et cet ailleurs ici, c'est probablement l'au-delà, une transcendance, un monde qui dépasse notre monde, et l'immensité de ce monde et son côté inaccessible nous renvoie justement à la vanité des choses de notre propre monde. Et puis vous avez tout un ensemble d'attributs. Le violon, alors là on pense évidemment au violon de Paganini, et peut-être que Romain Gary avait ça en tête quand il écrivait, hein. Une nature morte avec un violon, c'est très classique. Le violon, donc l'art, la recherche de la perfection par l'art. On voit aussi une boussole qui symbolise la volonté d'exploration du monde. On voit un verre, on voit une plume pour l'écriture, et puis en fond, tout ça repose sur un crâne. Donc tout ça est renvoyé justement à sa vanité, puisque l'homme de toute façon va mourir, que l'homme ne touchera pas cette perfection qu'il recherche. Elle ne lui appartient pas. Elle appartient à un autre ordre qui n'est que suggéré par cette fenêtre, cette lumière, une petite tache dans le tableau sur la sphère et qui se reflète dans cette sphère de verre. Et d'ailleurs, je reviens au tableau précédent, si vous regardez la sphère avec la fleur, on voit aussi cette lumière qui suggère un au-delà, qui suggère que la vérité, le lieu qui justement n'est pas un lieu de vanité mais un lieu de vérité, est un lieu qui nous est transcendant, c'est-à-dire qui dépasse notre monde et notre condition humaine. Et puis je voudrais terminer non pas avec une vanité, même si ça peut prolonger ça, hein. Le sentiment de la vanité peut entraîner la mélancolie. Je vous ai montré la mélancolie de Dürer, qui est une mélancolie du XVIIe siècle, du XVIe siècle, pardon, 1514. On peut admirer aussi une mélancolie de la toute fin du XIXe siècle dans un tout autre style, hein, puisqu'ici on est avec Edvard Munch, le grand peintre norvégien que vous connaissez peut-être et qui nous peint aussi une mélancolie avec sa méthode habituelle qui est celle de l'expressionnisme. On a l'impression que l'état d'esprit du personnage, que vous voyez ici au premier plan légèrement à droite, qui contemple l'infini de la mer, c'est très Baudelairean aussi, hein, il confronte son infini à l'infini des mers, comme dit Baudelaire dans Le Voyage. Et donc son état d'esprit, cette mélancolie, ce vague à l'âme qui l'étreint, cette certitude angoissante, hein, on peut reprendre les mots de Romain Gary, semble s'étendre à tout le paysage. Le paysage semble être une prolongation
de cet état d'esprit du personnage. Voilà ce que c'est que l'expressionnisme. Euh, et donc, vous pouvez retenir aussi ce tableau de Munch, cette mélancolie, celle de Dürer également, qui pourrait vous être très utile dans un sujet sur l'art, dans un sujet sur la perfection, ou tout simplement pour votre méditation personnelle, qui est absolument euh, fondamentale, évidemment, pour toujours vous enrichir, toujours vous cultiver, au service de vous-même, mais de vos élèves, bien sûr. Voilà, et puis quelques pistes pour aller plus loin, comme d'habitude. Alors sur Romain Gary, il y a énormément de podcasts et des choses formidables. Moi, je vous conseille peut-être de commencer par le deuxième, Radioscopie. Je ne sais pas si vous connaissez cette extraordinaire émission de radio que faisait Jacques Chancel, le grand journaliste, il y a maintenant un certain nombre d'années, et dont vous pouvez retrouver tous les enregistrements sur Internet ou en podcast. Et c'est extraordinaire, hein. Vous pouvez entendre Lévi-Strauss, vous pouvez entendre Romain Gary, vous pouvez entendre Brassens, Brel, tous les grands artistes, les grandes voix des grands intellectuels, Foucault, Roland Barthes, voilà, des grands écrivains, vraiment de tous les horizons, de tous les styles, et c'est du très très grand journalisme comme on aimerait en voir un peu plus, si je puis me permettre, c'est-à-dire avec un homme qui est vraiment, non pas dans la catégorisation et l'agression, mais dans l'écoute. Il se met au service, comme un prof doit se mettre au service de l'œuvre, il se met au service de ses invités, quels qu'ils soient. On a Lucien Rebattet, au passé sulfureux de collaborateur, mais grand écrivain, qui vient raconter sa vie. Et donc le but, alors évidemment, il y a des questions qui fâchent énormément, mais le but, c'est de comprendre l'humain derrière chaque artiste, derrière chaque penseur, et d'aller plus loin dans une pensée. Tout ça est passionnant. Et donc, vous en avez un sur Romain Gary. Je vous ai mis le lien ici. Vous l'avez sur YouTube. À Voix Nue, c'est un podcast que vous connaissez peut-être, un format qui prend son temps, ce qui est toujours bienvenu. C'est 5 épisodes à chaque fois qui permettent d'aborder 5 thèmes de la vie d'un artiste, très souvent. Et donc, il est interviewé. Romain Gary est interviewé. Je ne sais plus le nom du journaliste. Mais si vous avez un peu le temps, que vous partez en vacances à Noël peut-être, ou cet été, si on est plus près de l'été, n'hésitez pas. Voilà. Après, sur la veine recherche de la perfection dans l'art, c'est un topos, un lieu commun de la littérature et de l'art. Allez voir du côté de Baudelaire, mais ça, tout renvoie à Baudelaire de toute façon. Balzac, une petite nouvelle extraordinaire de Balzac, le chef-d'œuvre inconnu. Une petite merveille, je vous en dis pas beaucoup plus, mais c'est une nouvelle, donc ça se lit très vite, et il est bon de lire un peu de beau français, de belle prose, ou de beaux vers d'ailleurs, l'année du CRPE, donc pourquoi pas cette petite nouvelle magnifique qui est très très nourrissante sur le thème de l'art. Voilà, Zola, l'œuvre, en italique bien sûr, avec une majuscule au O, on sent un peu la fin de la présentation, pardon. Et puis, alors il y a d'autres choses hein, que vous avez dans le document complémentaire sur la mélancolie, la tentation de Saint-Antoine. Il y a plusieurs versions d'ailleurs de ces romans de Flaubert extraordinaires. Et donc on pourrait parler des tentations de Saint-Antoine. Et là aussi je suis allé un peu vite, pardon. Il faudrait que ce soit en italique avec une majuscule à T, peu importe. Euh, euh, voilà, pour prolonger justement sur ce que c'est que cette mélancolie. Alors ici sur un domaine plus religieux, mais tout ça est une transposition hein, d'une même chose. Tentation de Saint-Antoine, c'est Flaubert qui essaie, en passant par ce personnage de Saint-Antoine, qui recherche la perfection de la communion avec Dieu, en fait. Hein, c'est un grand mystique, un père du désert, et qui subit justement, qui est ramené à son humanité par ces tentations. Des magnifiques romans de jeunesse de Flaubert. Et voilà, il y a autre chose sur le document. Je vous laisse explorer tout ça. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que ce cours vous aura plu, qu'il vous aura apporté de la matière. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine œuvre, un prochain cours de grammaire ou que sais-je. Voilà, à bientôt avec plaisir.